Dans la jungle impénétrable d'Amérique centrale, les Mayas ont bâti des cités monumentales. Ils ont érigé des pyramides, des temples et des palais, sculpté des stèles et taillé de précieux trésors de jade. Durant plus de 2000 ans, des royaumes ont prospéré avant de s'éclipser mystérieusement. Explorateurs, puis archéologues, pensaient avoir découvert la plupart des vestiges de cette fascinante civilisation. Mais une nouvelle technologie, capable de déceler des structures enfouies sous l'épais manteau végétal, vient bouleverser leurs connaissances. Là, on va à l'encontre de tout ce qui a été dit pendant des décennies sur la civilisation maya. Les grandes cités anciennes. Des cités colossales, des réseaux de routes et des édifices dont personne ne soupçonnait l'existence sortent enfin de l'oubli. Les données LIDAR révèlent la présence de 12 000 structures, alors que nous en connaissions que 5 à 10% auparavant. Le territoire maya était plus densément peuplé qu'on ne l'imaginait. Et cette découverte soulève de nouvelles questions. Comment vivaient les habitants de ces immenses agglomérations cernées par la jungle? Et qu'est-ce qui a pu les pousser à abandonner leur cité flamboyante? C'est autour de la cité de Nashtun, la pierre lointaine en maya, qu'une équipe de scientifiques concentre ses recherches. Parviendra-t-elle à percer les derniers secrets de cette fabuleuse civilisation disparue il y a plus de 1000 ans? Les anciens Mayas ont occupé un vaste territoire qui s'étendait du sud du Mexique jusqu'au Honduras actuel. Au cœur de la péninsule du Yucatan, ils ont trouvé des terres cultivables et les matériaux de construction indispensables à leur essor. Dans la région des basses-terres mayas, ils ont édifié de fabuleuses cités comme celle d'El Mirador, Tikal ou encore Nashtun. Enfouie sous la végétation pendant plus de 10 siècles, cette ancienne cité royale ne fut découverte qu'en 1922 par Sylvanus Morley, un archéologue nord-américain. Les difficultés d'accès, l'absence d'eau potable et l'état de dégradation des édifices ont dissuadé des générations d'archéologues d'aller explorer cette cité autrefois baptisée l'Enfer. Mais aujourd'hui, une équipe de scientifiques du CNRS a décidé de relever le défi. En temps normal, il faut compter plus de 11 heures de route pour atteindre Nashtun, situé à seulement 80 km de là. Mais les pluies tombées ces derniers jours ont rendu les pistes impraticables. C'est donc par les airs que Philippe Nondedeo, le directeur de la mission, va devoir rejoindre le camp de base situé entre les anciennes cités de Tikal et d'El Mirador. L'équipe franco-guatémaltèque n'attend plus que lui pour lancer les opérations de fouille.
Les scientifiques s'apprêtent à vivre durant 8 semaines au cœur de cette forteresse de chlorophylle coupée du reste du monde. Comme les anciens Mayas. C'est un véritable défi pour arriver jusqu'ici et mettre en place en fait une base vie qui va subvenir aux besoins d'une quarantaine de personnes. Parfois, ça peut monter jusqu'à 50. Bonjour, bonjour. Ah, ça fait longtemps. Comment ça va? Bien, bien, ça va bien. Tout va bien. Ah, le verre de bienvenue. Nous sommes en train de préparer le déjeuner pour l'équipe. Bien sûr, c'est l'heure du repas. Durant cette campagne de fouilles qui s'annonce intense, les repas seront les rares moments qui permettront aux équipes de faire une pause et de se retrouver. Ce camp à l'allure un peu spartiate comprend plusieurs baraquements qui font office de réfectoire, de bureau ou de laboratoire. Les équipes dorment sous des tentes. D'un point de vue logistique et même d'un point de vue scientifique, travailler à Nashtun, c'est un défi très important pour notre équipe. La principale problématique, c'est l'accès à l'eau. Donc il a fallu, en arrivant ici, construire un réservoir, une citerne d'à peu près 100 mètres cubes d'eau qui permet de subvenir aux besoins de l'ensemble de la petite communauté pendant environ 2 mois. 2 groupes électrogènes fournissent 2 heures d'électricité par jour. Tout juste de quoi recharger les ordinateurs, les téléphones, les lampes torches et alimenter le réseau de communication. On est ravitaillé donc tous les 3 jours et ensuite donc, il faut mettre tout ça en musique pour que les gens s'y sentent bien, travaillent bien. Le projet de recherche Nashtun réunit des archéologues et de nombreux spécialistes en architecture, démographie, environnement et anthropologie. Chacun va pouvoir apporter son expertise afin de passer la jungle au peigne fin. Et peut-être enfin comprendre comment, d'un hameau de quelques habitants, Nashtun a pu se hisser au rang de capitale régionale. Quelques mois avant l'expédition, la fondation Pakunam a lancé la plus ambitieuse campagne de prospection LIDAR jamais menée en zone Maya. Ok Larry, nous nous apprêtons à couvrir la ligne 27. Encore un dernier passage sur le secteur de Nashtun, encore 5 minutes de vol. Ce système laser ultra performant détecte tout ce que renferme l'épais manteau forestier. Le LIDAR a scanné 135 km² de jungle autour de Nashtun. Les données, une fois analysées, ont révélé des images incroyables. Celles d'un monde oublié, dont l'ampleur défie l'imagination. Alors qu'il a fallu plus de 10 ans de prospection et de fouilles pour identifier 900 édifices, en une seule mission, le LIDAR a finalement repéré la présence de plus de 60 000 structures archéologiques jusque-là inconnues. Et là, on a un paysage énorme qui se développe devant nous, avec tous les vestiges qui sont accessibles. C'est assez bluffant parce qu'on n'est pas habitué à voir de l'habitat à perte de vue. Cette cartographie offre une vision inédite de l'organisation de l'agglomération, de ses faubourgs et des zones rurales. De quoi bouleverser quelques certitudes et transformer en profondeur les connaissances des mayanistes, les spécialistes de cette civilisation. Le premier élément qui est vraiment poignant lorsqu'on découvre ces images-là, c'est la densité de l'occupation. Il y a de la population partout, des aménagements partout, et on voit que, en fait, les espaces libres se réduisent vraiment à la portion congrue. La première fois que j'ai visité le site de Nashtun, ça a été réellement une révélation parce qu'on a affaire à un site d'une taille considérable et on a un sentiment de fierté et d'orgueil de travailler dans un site pareil et à la fois une énorme responsabilité dans la mesure où il faut être capable d'apporter des résultats à la hauteur de la magnitude de la cité.
Puissante cité maya, siège du royaume de la chauve-souris, Nashtun comprenait un centre urbain monumental édifié à la gloire de ses rois, des temples et des bâtiments administratifs, tous organisés autour de vastes places centrales où se déroulaient les cérémonies publiques. On sait désormais que cette cité florissante s'étendait bien au-delà de cet épicentre. À proximité immédiate, les quartiers résidentiels, avec plus de 600 demeures occupées par l'élite. Les faubourgs, situés en périphérie, comprenaient plus de 12 000 maisons, sans compter les habitations construites près des vastes zones agricoles. Des inscriptions découvertes lors d'une précédente exploration ont permis à Philippe et son équipe de retracer une partie de l'histoire tumultueuse de Nashtun et de sa dynastie. Mais de nombreuses zones d'ombre subsistent. Quelles sont les raisons de l'effondrement et de l'abandon d'une grande cité comme Nashtun ? Crise politique, démographique ou environnementale? Nous voici ici au cœur du groupe architectural le plus ancien et surtout le plus emblématique de la cité, puisque c'est le lieu de fondation de la dynastie et qui est composé de plusieurs complexes qui sont très importants pour l'histoire politique de la cité. Dès 300 de notre ère, c'est vraiment ici que le pouvoir royal va se structurer. Tirer sa légitimité, c'est vraiment sur ce complexe triadique. Comme son nom l'indique, on a 3 temples. Le temple principal ici devant nous avec son escalier d'accès et puis 2 temples latéraux qui se font face. Donc les 3 convergent sur un même espace, donc ce patio, qui est un espace surélevé puisque nous avons une plateforme qui doit faire à peu près 3,50 m de hauteur. Ces 3 temples incarnaient l'axe et le centre du monde. Ils symbolisaient aussi les 3 pierres du foyer qui brûlaient au centre de chaque habitation. Ce complexe triadique marque un secteur de la cité, mais Nashtun ne se résume pas à ça. Bien au contraire, nous avons énormément de complexes architecturaux qui constituent la cité dans son ensemble sur plus de 2 km². Au moment de son apogée, Nashtun comprend des places et de nombreux palais, auxquels s'ajoutent une pyramide, une acropole et un terrain de jeu de balle. Un complexe monumental et majestueux qui devait assurer son rayonnement. Que racontent les vestiges de l'une des dernières constructions érigées par la dynastie de la Chauve-souris? C'est un édifice public. Et on est aux alentours de 730-750. C'est un édifice qui n'a pas été achevé. Il a été arrêté en cours de construction. Un édifice auquel il manque l'escalier d'accès, auquel il manque le temple au sommet. Au IXe siècle, l'effondrement du pouvoir royal s'accompagne d'un changement politique qui serait à l'origine de l'arrêt des constructions monumentales. Les familles nobles ont d'autres intérêts que le visuel, le politique, et donc ont complètement arrêté la construction de cet édifice. Ce qui n'implique pas pour autant le déclin de la cité, puisque c'est même précisément à ce moment-là que Nashtun atteint son apogée démographique. Et cet apogée démographique indique bien que le caractère inachevé de cet édifice n'est pas dû à l'absence de main-d'œuvre ou à une baisse drastique de la population, mais bel et bien un changement des pratiques politiques. Cette situation va se prolonger environ un siècle et demi, et vers 900-950, là, on va avoir les premiers phénomènes assez tangibles de cet abandon progressif de la cité. Pour la toute première fois, les archéologues vont pouvoir s'aventurer au-delà des épicentres monumentaux qu'occupaient l'élite royale et le pouvoir, en sachant précisément quel secteur mérite d'être exploré.
La cartographie LIDAR a mis en évidence les traces d'autres cités beaucoup plus anciennes. Elles aussi désertées par leurs habitants et abandonnées à la jungle. L'une d'elles, située à 7 km à l'est de Nashtun, pourrait livrer de précieuses informations sur la fondation des grandes cités et les causes de leur déclin. Le travail de brèche est un travail compliqué pour une personne qui n'est pas entraînée. Dans un moment où il y a de l'ombre, il n'y a pas de soleil, donc il est difficile de s'orienter et une personne peut très facilement se perdre. La présence de serpents, donc il faut être vigilant aussi en permanence sur cet aspect-là. Il y a d'autres petites bestioles comme scorpions, etc. Pour se repérer, l'équipe peut désormais compter sur la cartographie LIDAR couplée au système de localisation GPS. Sans cette nouvelle technologie, il serait impossible de localiser les centres secondaires et les vestiges des cités beaucoup plus anciennes que celles de Nashtun. On est vraiment dans un environnement extrême lié à cette difficulté d'accès, difficulté de travail. C'est un site qui se mérite et qui est resté pendant longtemps pratiquement inexploré et sans véritable recherche. On a l'avantage de pouvoir explorer l'un des sites les plus importants du nord du Guatemala qui nous livre chaque année de nombreux secrets et de nombreuses connaissances. Après plusieurs heures de marche, l'œil averti de Philippe repère enfin les contours d'une colline à l'aspect inhabituel. Tu vois, juste derrière nous se trouve la grande pyramide Est, qui est la plus grande pyramide du site. On la voit ici, ou plutôt on la devine. La forme des structures rendues visibles par la cartographie et le matériel associé ont permis de dater la fondation de cette cité, baptisée Kunal, du nom d'un palmier très présent dans la région. Cette place, cet édifice et cette pyramide datent de la période de 300 avant à 150 après notre ère. Nous sommes ici, dans le centre politique de Kunal. Il était antérieur à celui de Nashtun. C'était l'autorité qui dominait la région avant l'émergence de Nashtun comme capitale régionale 400 ans après. Après plus de 4 siècles d'occupation, les habitants de Kunal abandonnent progressivement leur cité. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Ce phénomène touche d'innombrables cités mayas à la même époque, il y a près de 2000 ans. Est-ce qu'on a affaire à un effondrement généralisé du préclassique, comme on le constate dans la région de Mirador, avec des sites qui, à cette période-là, de 100, 150 après Jésus-Christ, perdent une grande partie de leur population ? Qu'est-ce qui a bien pu pousser les habitants à déserter leur cité? D'après nos premières constatations, il semble qu'au moment où Nashtun se développe, Kunal se vide peu à peu et la population se déplace vers Nashtun. Nous pensons qu'une partie de l'élite de Kunal s'est elle aussi déplacée afin de fonder la dynastie royale de Nashtun. Toujours en quête d'indices sur l'essor de Nashtun, les archéologues décident de s'intéresser aux glyphes gravés sur les stèles. Elles étaient dressées à la gloire de chaque souverain. Ces inscriptions relatent les événements marquants de leur règne et renseignent aussi sur la prospérité de la cité, sa puissance et son déclin. Celles découvertes à Tikal, à 65 km de Nashtun, sont dans un état de conservation exceptionnel. Nikolai Grube, épigraphiste de renommée internationale, sait comme nul autre les déchiffrer. Les stèles sont des documents clés pour la compréhension de l'histoire maya.
Les inscriptions sur les stèles nous permettent aussi d'accéder à la pensée des Mayas et de comprendre comment les rois justifiaient leurs actions, pourquoi ils ont mené des guerres et quelles décisions ont été prises. Les inscriptions nous apprennent que l'histoire des puissantes cités-États est ponctuée de luttes de pouvoir, d'alliances matrimoniales, de guerres et de conquêtes pour obtenir de précieux tributs. Elles permettaient d'accroître le prestige de la cité pour attirer de nouveaux habitants. L'écriture hiéroglyphique des Mayas était surtout un support de communication pour les plus hautes classes de la société, donc surtout pour la noblesse et les membres de la cour royale. Les scribes étaient issus pour la plupart des familles royales et résidaient à la cour, car c'est là qu'ils rédigeaient les textes sur ordre des rois. L'une de ces stèles témoigne admirablement des signes et des glyphes utilisés par les Mayas. Une écriture qui se déchiffre de gauche à droite. Ce texte hiéroglyphique relate différents événements, des événements importants dans l'histoire des Mayas. Les Mayas étaient très en avance. Ils avaient un système de chiffres simples et logiques. La barre représente le chiffre 5. Un point, le chiffre 1. Ici, 4 points et une barre indiquent le chiffre 9. Des glyphes qui peuvent aussi se lire phonétiquement. On commence ici avec une voyelle, un glyphe pour le A. On y attache la voyelle Ha. Et dessous, on met le glyphe pour la voyelle Wa. A, Ha, Wa. On lit ces glyphes ensemble. A, Ha, Wa. Mais la dernière voyelle n'est pas lue. On prononce A, Hao, et cela veut dire roi. Ces inscriptions nous renseignent aussi sur des échanges et des tractations. Nous voyons ici un glyphe dont l'élément principal est une main humaine qui tient quelque chose. Cela signifie « il reçoit quelque chose ». Ce que reçoit ou obtient cette personne est décrit dans le glyphe suivant. Là se trouve le chiffre 8. Nous voyons une barre avec 3 points, donc le chiffre 8 et le nombre 20. Cela fait un total de 28. Et ce cercle que nous voyons ici, c'est le logogramme pour le mot province. Il reçoit les 28 provinces qui composent l'ère Maya, et cela fait partie d'un long récit qui raconte l'accession au trône d'un roi. De précieux glyphes qui permettent aux archéologues de dater le début et la fin d'un règne. Comme à Nashtun avec la stèle 23. Bien que rongée par les siècles, elle a pu être scannée pour reconstituer son relief. Il est maintenant possible d'y lire la mention d'un roi de la dynastie de la Chauve-souris en l'an 361. Mais l'autel 8, édifié tout près de là, livrera peut-être d'autres informations sur ces rois qui ont régné sur Nashtun au tout début de la dynastie, et plus particulièrement celui au pouvoir il y a plus de 1700 ans. On distingue 2 visages, un à gauche et un à droite. Sur la tête, on voit le nom de ces personnages sur les coiffes. C'est typique du classique ancien. L'un des 2 personnages, celui de gauche, est peut-être un ancêtre ou un fondateur. Ici, on voit le chiffre 8 avec la barre et les 3 points. Et le glyphe suivant indique le 16 Atun. Si tel était le cas, cela signifierait une date très ancienne pour Nashtun, car la stèle 23, qui est juste derrière cet autel, nous donne la date de 361. Et maintenant, nous remontons le temps jusqu'à l'année 357, ce qui est inespéré. Il s'agit seulement de 4 années de différence,
C'est pourtant une révélation capitale. L'archéologie est faite de petits éléments, de petites découvertes que l'on va associer, imbriquer les unes dans les autres, et qui, au final, donnent un sens général et permettent de basculer sur une information qui peut être de première importance ou capitale pour l'histoire de la cité ou pour ce que l'on étudie en particulier. Et là, Nikolai, ce glyphe te dit quelque chose? Ici, je vois qu'il comporte 2 petites ailettes en partie supérieure et 2 autres éléments plus bas. Il me semble que ça indique le titre Calomte. Ce serait une mention de ce titre très ancienne dans l'histoire alors. C'est vraiment surprenant. Oui, ce serait la première mention d'un empereur de toute l'ère Maya. Découvrir que l'on a ici un Calomte aussitôt, c'est le titre le plus puissant de l'ère Maya, c'est un Calomte. Même les grands rois de Tikal, ils n'avaient même pas ce titre. Ce roi divin endosse à ce titre une très lourde responsabilité. Le roi a un rôle central puisque le roi, c'est une espèce d'intercesseur entre les hommes et les divinités, donc personnification parfois du soleil ou parfois une personnification du maïs. Une personne qui va être le garant de la prospérité, de l'abondance de sa cité et pour faire en sorte que les pluies arrivent au bon moment, les sécheresses aussi, de manière à ce que son peuple puisse vivre correctement de ses ressources. C'est aussi au roi qu'incombe l'entière responsabilité des rituels agraires censés garantir la pérennité des récoltes dont dépend entièrement la survie des habitants de Nashtun. Dans l'épicentre des cités, les Mayas ont édifié des complexes monumentaux dédiés aux dieux et aux observations astronomiques. Celui de Nashtun comprenait une vaste terrasse surmontée d'une pyramide et de 3 temples lui faisant face. Des monuments qui s'élèvent haut vers le ciel comme pour se rapprocher des dieux et dont l'alignement n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt celui d'astronomes accomplis et d'architectes ingénieux. Ces espaces publics ont un rôle qui est très important puisque c'est un rôle avant tout agraire. Et l'idée, c'est de faire des visées astronomiques depuis la Grande Pyramide en direction donc des 3 temples, puisque les Mayas vont mesurer le lever du soleil au moment où celui-ci se trouve vraiment dans cet axe central, 2 fois dans l'année. Et à Nashtun, on sait exactement que ce moment se produit le 14 mars et le 30 septembre. Le souverain déterminait ainsi la période la plus favorable pour la préparation des champs, pour l'ensemencement. Il annonçait aussi le moment propice aux récoltes. Ce roi sacré, ce roi d'essence divine, devait malgré tout composer avec des éléments naturels indomptables et faire face à des aléas climatiques. On a une problématique dans le cœur des Basses Terres Mayas du point de vue de l'eau, qui est assez simple. On a un climat tropical avec des saisons contrastées, sèches et humides. Il tombe 10 à 20% de l'eau durant 6 mois de l'année et 80 à 90% durant les 6 autres mois. Donc la saison sèche, de janvier à peu près à mai, ne reçoit que très peu d'eau, d'une part. Et d'autre part, le territoire repose sur de la roche calcaire très perméable. Donc lorsque l'eau tombe sur le sol, elle s'infiltre et puis elle part dans la roche et elle part à très grande profondeur, à des centaines de mètres ici. Donc ça, c'est une donne. Pour les gens qui vivent ici, dans le passé comme aujourd'hui, c'est ça. Et une fois qu'elle est à 100 ou 200 mètres de profondeur, elle est perdue. C'est plus une ressource exploitable pour les gens. Comment les habitants de Nashtun ont-ils pu assurer plusieurs cultures annuelles, même durant la saison sèche? Un ensemble de bourrelets linéaires identifiés sur l'imagerie LIDAR pourrait apporter des réponses.
Le géoarchéologue va explorer ce secteur éloigné, envahi par la jungle, pour vérifier s'il s'agit bien de structures façonnées par l'homme. Pour trouver des réponses aux questions qu'on se pose, il faut accéder au terrain. Un peu plus sur la droite. On est parti d'ici, le campement. On a cheminé vers l'ouest, puis le sud-ouest, sur à peu près 10 km. Et donc nous, on est là. On va travailler ici, aujourd'hui sur ce versant. Donc là, on voit très bien ce système de terrasses, là, 5-6 terrasses implantées sur le versant et qui descendent comme en marge d'escalier, là, jusqu'au marais. C'est un terrain qui est hyper compliqué parce que c'est au sein d'une forêt tropicale totalement fermée. Rien n'est visible. C'est caché. Ça, c'est un moteur en soi. Ah oui, et là, on voit très bien le muret de pierre. Et puis la terrasse du haut, là-bas. Ah oui, d'accord. Ce système ingénieux permettait de préserver l'humidité de la terre et d'éviter d'avoir à irriguer régulièrement les plantations. Du maïs, des haricots et des courges étaient cultivés sur des terrains aménagés en terrasses, soutenus par des murets. Les Mayas avaient ainsi mis au point une forme de permaculture avant l'heure. Une agriculture raisonnée et respectueuse de la terre et des ressources en eau. À l'aide d'une tarière, les chercheurs prélèvent des échantillons de sédiments qui pourraient livrer d'autres informations sur les pratiques agraires des anciens cultivateurs. Il faut qu'on réussisse à les dater. Il faudrait qu'on essaie de comprendre à quel moment ces terrasses ont été mises en place, pendant combien de temps elles ont fonctionné, quand est-ce qu'elles ont été abandonnées. Rejoint par Lydie Dussol, l'archéobotaniste de la mission, et le géographe Amaury Fernandez, les premières observations des échantillons fournissent à Cyril quelques éléments de réponse. Donc en fait, c'est la roche-mère sur laquelle va reposer les premières couches du sol. À quelle profondeur là apparaît l'altérite? Elle apparaît à partir de 50 cm et elle se termine vers 62,5 cm. C'est un sol peu épais, caillouteux. Ah, je m'attendais pas quand même à ce que ça soit si peu épais, quoi. Le plus impressionnant, c'est surtout le taux d'éléments grossiers, donc ces pierres qui vont venir refuser l'accès à l'eau aux plantes. Ça fait sens au terrassement. Ils ont réussi à préserver ces sols-là. Il y avait très certainement des sols, avant qu'on mette en place les terrasses, qui étaient plus épais et qui ont commencé à être érodés à partir du moment où on a défriché pour mettre en culture ici. Ils ont pris conscience de ça et ces terrassements sont une réponse à un risque d'érosion des sols et de perte de ressources en sol. Oui, c'est vrai qu'on est à proximité relative de Mirador et puis encore plus près de Nakbé, là, deux cités qui sont à quoi, 10-15 km peut-être, ou un peu plus, ouais. Et bon, qui étaient deux très grandes cités de l'époque préclassique et qui concentraient une importante population. Donc on peut tout à fait imaginer qu'elles disposaient d'un arrière-pays agricole très important aussi sur plusieurs kilomètres à la ronde et donc jusqu'à ici, quoi. L'analyse en laboratoire de ces prélèvements va confirmer que ces cultivateurs ont su très tôt faire face à l'appauvrissement des sols. Ils ont réussi à s'adapter aux longues périodes de sécheresse pour subvenir aux besoins des cités en pleine expansion. Un taux d'humidité de 80% et une température moyenne de 30 degrés, le retour au campement est l'occasion de souffler un peu avant d'aller se coucher. Car pour ces mayanistes passionnés, les nuits sont courtes. Il reste encore à planifier certaines missions et travaux de rénovation prévus sur l'un des temples de Nashtun. L'équipe a prévu de se lever à l'aube pour explorer de nouvelles structures à Saraguaté,
un centre secondaire situé à 4 km de Nashtun. La forme des constructions permet de penser que la fondation de Saraguaté est antérieure à celle de Nashtun. Les vestiges que l'on voit ici ont plus de 2000 ans. Je me trouve exactement sur la place principale. On voit une partie du sol de stuc qu'on vient de dégager. On est exactement au pied de la pyramide principale du groupe, la pyramide ouest. C'est là qu'on a trouvé la première marche, qui est pratiquement au niveau du sol de place. Et ensuite, on a une espèce de grande plateforme et ensuite commencent les marches proprement dites de la pyramide. On sait qu'un sol de stuc, par exemple sur une place, va consommer une quantité astronomique de chaux. Donc on va couper, déforester, donc des forêts entières pour brûler le calcaire et ensuite en extraire la chaux pour faire ces sols de stuc. Cette place, d'une superficie de 1700 mètres carrés, était entièrement recouverte d'une couche de stuc dont l'épaisseur interpelle les archéologues. Elle atteint plus de 30 cm. Une surexploitation des forêts pour couvrir de stuc les places publiques, mais aussi les façades décorées des pyramides, pourrait donc être l'un des facteurs à l'origine du déclin de Saraguaté, de Kunal et de bien d'autres cités au cours du IIe siècle. À la période classique, le sol de stuc va faire 3-4 cm et sous cette couche de stuc, on va trouver du gravier, ce qui fait qu'on va économiser les ressources. Donc il y a une prise en compte des erreurs du passé pour construire un modèle de société à la période classique qui sera beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus en gestion des ressources à disposition. Une gestion plus raisonnable, certes, mais les besoins en bois comme combustible n'ont pas pour autant diminué, bien au contraire. Comme pour le stuc, les bâtisseurs ont dû brûler des quantités de bois considérables pour fabriquer le mortier indispensable à la construction de nouveaux palais et des pyramides pouvant atteindre 30 mètres de haut. Aujourd'hui, comme au temps des Mayas, c'est à dos d'hommes que l'équipe travaille sur le terrain. Mais heureusement, avec plus de moyens. Les habitants de Nashtun ne disposaient en effet ni d'outils en métal, ni de roues ou de poulies pour tailler et assembler les pierres. L'architecte Benjamin Blaiseau doit réaliser des travaux de consolidation sur le temple sud du groupe astronomique de Nashtun. Il faut intervenir rapidement, car ce qu'il en reste menace de s'effondrer. L'équipe en charge de sa restauration doit en priorité sceller les pierres de l'angle sud-ouest. Les Mayas utilisaient des matériaux et des techniques de construction d'une extrême durabilité, qui ont permis à la plupart des monuments de traverser les siècles. S'ils n'avaient pas subi les assauts dévastateurs de la végétation, celui-ci serait encore indemne. Les grandes pyramides de Tikal ont elles aussi été sévèrement endommagées avant que des dizaines d'années de travaux de restauration ne les libèrent enfin de l'emprise de la végétation pour retrouver leur grandeur passée. Pour consolider les murs, l'équipe prépare un mortier identique à celui qu'utilisaient les anciens bâtisseurs. Un mélange composé de 2/3 de sascab, un sable calcaire blanc, et d'1/3 de chaux vive obtenue par la combustion de la pierre calcaire. Ici, Loupé, on est au sommet du temple
Et là, tu devrais arriver au niveau du sol de la chambre, qui doit être au même niveau que celui de la chambre d'à côté. Et les matériaux ici sont différents de ce qu'on trouve à Tikal? Ah oui. Là-bas, la roche est plus dure. À Tikal? Oui. Ouais, ici, elle est plus poreuse. Oui, plus poreuse. Ici, ce qui nous gêne, c'est la végétation qui a envahi les ruines. Elle détruit tout. Et dis-moi, qu'est-ce qui te marque le plus dans la façon de travailler des anciens Mayas? Je pense qu'ils étaient plus délicats que nous, surtout avec la peinture. Regarde la couleur qu'utilisaient nos ancêtres. Et depuis le temps qu'ils ont abandonné ce temple, elle a résisté. Si nous en prenons soin, elle résistera encore des années. Indispensable à la fabrication du mortier et du stuc, le bois était également utilisé quotidiennement pour un usage domestique. Il permettait de cuire le maïs, les courges, les haricots et de griller de la viande. Les Mayas brûlaient aussi du bois de pin à la résine odorante pour libérer sa fumée purifiante lors des rituels quotidiens ou des cérémonies. Seul l'immense Ceiba semble avoir été épargné. C'est un arbre qui peut pousser, qui peut faire 20, 30, 40 mètres de haut. Et puis, c'est un arbre qui est très important parce que pour les Mayas, c'est une représentation du monde. Les racines représentent l'inframonde. Le tronc, c'est la terre, c'est notre monde à nous. Et puis, les branches représentent le monde des dieux. Symbole d'immortalité, ce géant représentait une voie de communication entre les trois niveaux de l'univers maya. L'exploration des quartiers périphériques devrait livrer des informations sur une possible surexploitation de la forêt qui aurait provoqué une pénurie de bois et le départ d'une partie des habitants de la cité. Pour moi, le lidar, ça ouvre beaucoup d'opportunités parce que ça nous donne accès à des habitats des périodes précédentes de la période pré-classique, donc avant le classique. Et du coup, ça va me permettre de remonter l'histoire des forêts, peut-être, j'espère, jusqu'à l'ouverture initiale des forêts par les premiers agriculteurs qui sont arrivés dans la région. En prospectant près des habitats, Lydie espère découvrir les traces d'anciens feux domestiques. Tu vois, les charbons apparaissent. Ils proviennent des fouilles. La partie la plus légère flotte déjà. Les minéraux se retrouvent au fond. On va passer cela à travers le tamis. Lentement, très lentement, s'il te plaît. Ce que l'on cherche, ce sont ces charbons qui sont bien archéologiques et qui proviennent des activités humaines. En analysant des centaines, des milliers de charbons, on va pouvoir obtenir une image assez représentative des bois qui ont été utilisés comme combustible. Tous ces prélèvements permettront d'évaluer l'impact de cette croissance démographique sur l'exploitation de la forêt au fil du temps. Si on déboise trop, c'est des conséquences en chaîne, parce que s'il y a déforestation, il y a manque de bois, mais il y a aussi érosion des sols, puisque la forêt tient les sols. S'il y a érosion des sols, il n'y a plus de culture possible non plus. Il y a envasement des zones humides et donc pénurie d'eau. Donc la déforestation a pu avoir énormément de conséquences au-delà d'une pénurie de bois de feu. Et c'est pas impossible du tout que les gens aient très bien pu quitter la région par manque de bois. Ce qui expliquerait qu'au milieu de la période classique, marquée par un fort pic démographique, les habitants ont cherché des solutions pour mieux gérer les ressources en bois, en s'orientant par exemple vers la sylviculture, avec la plantation d'arbres de coupe et d'arbres fruitiers, au sein même des centres urbains et des quartiers résidentiels.
Préserver la jungle a peut-être aussi eu un fort impact sur les animaux sauvages, qui faisaient souvent partie du menu des anciens Mayas. Les singes, comme l'ensemble de la faune sauvage, sont omniprésents dans l'univers maya. Et si le jaguar est considéré comme une créature sacrée, associée aux rituels de sacrifice et à la guerre, était-il lui aussi au menu des habitants de Nashtun? Les déchets et les restes de banquets retrouvés dans les maisons et dans les dépotoirs domestiques près des quartiers résidentiels de Nashtun livrent des informations inattendues sur l'exploitation de la faune sauvage. J'ai pu voir que nous avions du jaguar. Et d'ailleurs, je voulais te montrer un petit quelque chose sur cette deuxième phalange de la patte arrière. Il faut regarder là, sur le côté. Et tu vois là, juste, on voit une petite trace de découpe là qui part sur le condyle. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il a pu être exploité pour la viande, mais il a aussi pu être exploité pour la peau. Et on a aussi du cerf. Ça veut dire qu'on a une biodiversité qui est très bien représentée sur le site. Une exploitation très ouverte et généralisée. Il y a des traces de découpe. Il y en a une comme ceci, perpendiculaire. Perpendiculaire, ouais. Il y en a deux de chaque côté. Donc ça, c'est une récupération de moelle. Et là, on a une récupération de moelle vraiment au niveau de l'épiphyse où la moelle est très particulière et très riche en protéines. Le recyclage des ossements jusqu'au bout, c'est très moderne. Jaguars, cerfs et autres gibiers étaient donc exploités pour leur viande ou pour leur peau par les habitants de Nashtun. En examinant les ossements de cervidés, les archéologues ont fait une autre découverte, plus surprenante. Les Mayas chassaient principalement les cerfs adultes, comme pour mieux préserver l'espèce et lui donner la possibilité de se reproduire. Les archéologues n'ont d'ailleurs constaté aucune pression particulière sur la faune sauvage. Les anciens Mayas veillaient déjà sur leur environnement, avec un souci permanent de ne pas épuiser les ressources. De son côté, Cyril Castanet poursuit ses investigations dans un secteur situé à 3 heures de marche du camp de base. La zone de marais saisonnier, là, dans ce secteur-là du marais, moi j'ai des formes qui me rappellent des buttes et des canaux. C'est très net ici, hein, il y a 400 mètres là, tout droit linéaire. On va aller voir sur le terrain, on va essayer de faire des levées topographiques pour vérifier si on a bien ça ou si c'est des artefacts du lidar. Gabriel, on va commencer à faire une brèche dans cette direction. Hey Gabriel. Arrêtons-nous ici, juste ici. Sur ce territoire, particulièrement marécageux durant la saison des pluies, existaient probablement des champs surélevés. Un corps, c'est ça, hein. Col, hein. Ça, on a bien une succession là de canal et la butte ici. Un champ, un canal, un champ, un canal, un champ. 3 champs parallèles là, sur des dizaines de mètres. Et puis un 4e là-bas, un 5e. Un relevé topographique permettra d'établir la nature de ces monticules. Arrête. Ici. Parfait. Super. La butte 1, le canal 1, la butte 2, 25-30 cm de dénivellation. Tout le marais a été cultivé intensivement. On cultive sur les buttes, ça signifie qu'en période des pluies, les canaux drainent, évacuent l'eau, les plantes sont protégées des inondations, pas de perte de récolte. Pour la saison sèche, on est dans le marais saisonnier. C'est une zone particulièrement humide, hein. Donc il y a une ressource en eau. Ces terrains marécageux ont donc bien été transformés en champs surélevés. Un moyen pour les anciens Mayas de disposer de l'eau essentielle à l'irrigation de leurs parcelles.
Aménager les zones humides pour les cultiver, c'est aussi se protéger, c'est aussi se permettre de s'adapter à un changement du climat et du coup d'être résilient. Donc là, on a des facteurs explicatifs de la durabilité de ce socio-écosystème du coup là. Quand on voit au lidar la quantité de ce type de structure dans l'ensemble des marais saisonniers du territoire, oui, on comprend effectivement la main-d'œuvre derrière. C'est beaucoup de travail parce qu'effectivement, pour creuser tous ces canaux, c'est au moins 1 million de mètres cubes d'argile là-dedans, dans ce grand marais là. C'est du travail manuel, il n'y a pas de domestication, il n'y a pas de force de tractrice ici, donc c'est beaucoup de manœuvres. Comment évaluer au plus juste la population vivant aux alentours de la cité? Julien Hiquet, spécialiste des constructions monumentales, peut faire une première estimation. Tu vois ici, on a les structures bien visibles de la période classique. Et on a tout un univers potentiel de structures qui n'apparaissent pas au lidar. Donc le lidar montre beaucoup de choses, il ne montre pas tout. Ce qui nous intéresse, ce sont les dortoirs. On va multiplier en gros le nombre de dortoirs par le nombre moyen de membres d'une famille maya qui est estimé à un intervalle allant de 4 à 5, 6 personnes. Et on aboutirait ici, dans le cas de la micro-région de Nashtun, à une population d'environ 22 000 habitants à la fin du 8e siècle. « 600 ans plus tôt, à peine 300 personnes vivaient au cœur de la cité. Un accroissement significatif au fil des siècles. Comment l'expliquer ? Cet apport de population là qu'on observe au début du classique ancien, vers 150, il est en lien probablement avec le développement monumental de la cité, avec les constructions. Oui, effectivement, l'essor monumental de la cité il est strictement contemporain de cet essor démographique. Il est fort possible que ce soit précisément ces programmes de construction monumentale qui aient contribué à attirer et également à fixer une partie de la population de leur RPI dans la cité. Les complexes monumentaux, les ensembles publics érigés à Nashtun ont donc bien contribué à asseoir le prestige de la cité et à attirer de nouveaux habitants. 2 mois par an, 1 à 2 membres de chaque famille devaient se consacrer à l'édification de la cité. Le reste de l'année étant essentiellement destiné aux tâches agricoles. Pour tenter d'évaluer les besoins en main-d'œuvre nécessaires à de telles constructions, Julien décide de se rendre à Tikal où des pyramides monumentales pourront lui servir de modèle de référence. Cet extraordinaire édifice, le temple 5 de Tikal, est la pyramide d'un souverain soucieux d'affirmer son pouvoir à son peuple. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie a dû nécessiter une main-d'œuvre importante. Mais comment parvenir à estimer le temps requis pour une telle construction ? Alors il me suffit d'entrer dans mon logiciel les dimensions de cet édifice, 52 mètres par 37 mètres à la base, une hauteur pour le soubassement pyramidal seulement de 30 mètres. J'entre également la distance qui se trouve entre le lieu de construction et la carrière, qu'on estime ici à environ 150 mètres. Ce qui nous permet donc, une fois qu'on lance l'algorithme, voilà, d'obtenir un coût de construction d'environ 420 000 jours personnes de travail. Donc une mobilisation d'un millier de travailleurs permettait, sur des saisons de 3 mois par an, de mener à bien la construction du temple 5 de Tikal en peut-être 5 ans. Pour la pyramide 20 de Nashtun, la pyramide principale de la cité, on mobilisait peut-être 1 personne par famille. On calcule qu'il a fallu une dizaine d'années de travail pour aboutir à la construction de cette pyramide.
Près de ce chef-d'œuvre, les Mayas ont implanté un terrain de jeu de balle. Le choix de sa localisation témoigne de l'importance qu'ils accordaient à cette activité. Pratiqué en tant que sport, il représentait aussi et surtout une pratique rituelle en lien avec le mythe de la création du monde. Il est certain, en tout cas, qu'il y a un aspect aussi symbolique qui représentait une forme de combat entre la vie et la mort, entre d'un côté les forces obscures, souterraines liées à la mort et les forces terrestres liées à la vie, à la lumière. La forme du terrain de jeu de balle suggère qu'il pourrait s'agir en fait d'une représentation symbolique, d'une entrée d'un portail vers cet inframonde souterrain lié à la mort, à l'obscurité. Illustrant un drame cosmique, la balle matérialisait le soleil, qui en s'élevant et en retombant au cours du jeu, symbolisait son cycle. Le but du jeu était de maintenir en mouvement l'astre lourd de 3 kg le plus longtemps possible. Les deux équipes pouvaient utiliser les hanches, les cuisses, les épaules ou les bras pour se la renvoyer. Mais il était interdit de se servir des mains ou des pieds. On marquait quand l'adversaire commettait une faute ou laissait tomber la balle au sol. Les premiers observateurs espagnols ont été très marqués par la violence et l'intensité de cette pratique. Et avec la puissance du rebond, les chocs pouvaient être très violents, voire provoquer des blessures, voire la mort des participants. C'est pourquoi tous les participants sont représentés vêtus de protection, de genouillères. Il est très probable que la pratique du jeu de balle ait eu un lien assez étroit avec le sacrifice humain. La mythologie suggère d'ailleurs assez fermement que c'était, si sacrifié il devait y avoir, que c'était plutôt du côté des perdants qu'il fallait les chercher, à la guerre comme au jeu de balle. En faisant couler le sang, symbole de fertilité, le souverain affirme sa puissance et manifeste sa capacité à maintenir l'ordre du monde et à garantir la prospérité de la cité. Quitte parfois à n'avoir d'autre choix que de s'auto-sacrifier, comme l'atteste l'aiguillon de raie représenté sur certaines céramiques. En offrant ainsi son propre sang, le roi apaise les divinités et préserve l'avenir de sa dynastie. Tiens, place-toi là. Essaie de te positionner de façon à ce qu'on voit bien les détails. Cette stèle, c'est en fait de la propagande royale. Il s'agit ici de représenter le roi tout-puissant, le roi très riche, le roi grand guerrier, le roi victorieux, le roi qui est ici figé pour l'éternité et qui a pour vocation d'impressionner le visiteur. Et encore aujourd'hui, on ne peut être qu'impressionné par une stèle aussi incroyable. Chez les Mayas, le corps du roi est identifié aux 3 niveaux du cosmos. On a en partie supérieure sa coiffe qui est identifiée au monde céleste. Au niveau de son pectoral, de ses bijoux, on a le monde terrestre. Et plus on descend, plus on va se rapprocher à partir de la ceinture du monde souterrain. Il est un élément qui ne peut pas être absent et qui pour le coup n'a plus rien à voir avec ces 3 divisions du cosmos, c'est la barre de pouvoir. Elle est représentée ici à l'horizontale. Elle est tenue entre ses 2 mains, une forme de sceptre de pouvoir qui indique, pour celui qui va regarder cette image, non seulement qu'il représente à lui tout seul le cosmos, mais en plus qu'il détient cet attribut du pouvoir qui indique clairement son statut. Le culte des rois est entretenu par des stèles représentant leur image
mais aussi la construction d'édifices monumentaux élevés en leur honneur. C'est dans un complexe funéraire érigé par empilements successifs que les rois de Nashtun furent inhumés, les uns après les autres. Comme ce fut aussi le cas dans d'autres cités. C'est un complexe qui va répliquer en miniature ce que l'on a ici à Tikal, dans l'acropole nord, où l'on a cette imbrication, cette succession de structures, de plateformes funéraires qui abritent les sépultures des grands rois de la dynastie. Le mobilier funéraire découvert sur place témoigne d'un art royal particulièrement sophistiqué. Des céramiques finement décorées et des figurines accompagnaient le souverain dans l'au-delà. Mais aussi de précieux ornements de jade. Une pierre dure à la valeur inestimable pour les Mayas, symbole de vie et de régénérescence. Les dents des souverains en étaient souvent également incrustées. Il n'est pas rare non plus de trouver des ossements humains ornés de scènes symboliques qui évoquent le passage dans l'autre monde. De façon générale, on a peu de questions qui restent vraiment sur comment fonctionnent les systèmes funéraires royaux, tandis que les systèmes funéraires résidentiels, eux, ont encore une part de mystère qui est assez vaste. L'exploration des zones résidentielles récemment découvertes permettra peut-être de savoir quel était le traitement réservé aux autres défunts. Ma réaction la première fois que j'ai vu les images LIDAR, ça a été « Oh mon Dieu, il y en a pour des siècles ». Parce que tout voir, c'est à la fois un avantage et à mon sens un gros défaut aussi, en raison de la masse d'informations que ça peut représenter. C'est une immense richesse, mais c'est une richesse qui nécessite un peu de recul pour être exploitée correctement. Le LIDAR m'aide à choisir où je vais fouiller. C'est déjà beaucoup. Ça m'évite d'avoir à prospecter des kilomètres et des kilomètres pour chercher un groupe résidentiel approprié. Emma Mouté-Goudiaby choisit de s'intéresser à une maison située dans un quartier résidentiel baptisé Esperanza. Plusieurs bâtiments semblent avoir été construits autour d'une cour centrale. On est dans un patio qui, pour être isolé, n'en est pas moins très massif. On est encore dans quelque chose de familial. Ça reste une famille aisée, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de comprendre, à l'échelle de la famille, comment fonctionne le système funéraire. Le plan de la maison se dessine peu à peu. Là, tu as la porte principale, la porte d'entrée, qui est pour le moment comblée par des pierres qui sont chutées. On suit, on arrive jusqu'au mur arrière. Et ensuite, à main gauche, donc vers l'ouest, tu as une grande banquette qui va s'étendre jusqu'au mur latéral, sans doute. Ce qui en fait quand même une banquette assez grande. Hein. Ce sera assez grand. Ça va être assez grand. Il y a de la superficie, là. L'archéologue espère à présent trouver davantage d'indices qui pourraient l'éclairer sur les modes d'inhumation. Les systèmes funéraires résidentiels ont encore une part de mystère qui est assez vaste. Dans l'ère Maya, il y a un lien extrêmement fort entre, d'un côté, l'implantation des sépultures et de l'autre, les évolutions de l'habitat. Ce qui m'a attiré le plus chez les Mayas, c'est justement cette volonté de garder le mort qui est particulièrement marqué et qu'on ne rencontre pas partout. De nombreux objets rituels sont découverts lors des fouilles des quartiers résidentiels. Des offrandes retrouvées sur les lieux d'inhumation. Mais les archéologues font aussi d'autres trouvailles. Au temps des Mayas, des poteries ordinaires pouvaient être produites dans chaque foyer pour un usage domestique. Les céramiques les plus sophistiquées étaient confiées à des artistes issus de l'élite.
tous les objets découverts à Nashtun sont conservés dans des réserves situées à l'Alliance française de Guatemala City. Ce matin, Julie Patroy, iconologue, et Rulio Cotom, spécialiste des coquillages, s'intéressent à des figurines exhumées dans le dépôt rituel d'un quartier résidentiel. Dans l'art maya, l'habitude est de représenter le roi, sa famille, les membres de l'élite. Alors que dans l'art des figurines, on a la surprise et le bonheur de découvrir que toutes les classes de la population sont représentées, qu'ils soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux. Et on va même jusqu'à représenter des personnes qui vont être mal formées, puisqu'on est face à un humain qui présente beaucoup de difformités. Ces sifflets et ces flûtes rituelles permettaient de communiquer avec les divinités et de rendre hommage aux défunts. Après plusieurs jours de fouilles intenses, les archéologues finissent par découvrir une mystérieuse cavité sous le sol d'une ancienne habitation. Il y a une petite hache de jade. Bon, ça semble dater du 7e. Le rapport à la vie et à la mort, c'est ce qu'il peut y avoir de plus intime, de plus profondément humain. Et toucher du doigt ces choses-là, c'est extrêmement émouvant en réalité, même on est bien en dehors de l'aspect esthétique des choses. C'est très émouvant, mais c'est aussi une immense responsabilité. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce genre de contexte. On a deux pieds en connexion l'un sur l'autre. Ici, là, on a le pied gauche, là, on a le pied droit, croisés comme ça, l'un sur l'autre. Avec une échancrure ici qui est très masculine, donc eh bien, c'est un homme a priori. Ces ossements, sous la maison, démontrent que les défunts faisaient partie intégrante de la vie des habitants de la région de Nashtun. Ici, il s'agit vraiment de les inclure non seulement dans le quotidien, mais dans l'architecture. C'est vraiment quelque chose de très proche. C'est un rapport très intime avec le mort. Une pratique étonnante qui va permettre à Emma Moutet d'avoir une idée plus précise des rites mortuaires. Tu as un individu qui est déposé à plat dos, avec les mains croisées sur le torse. Et tu vois qu'on l'a enterré d'abord avec un petit vase cylindrique, décoré avec une imitation de peau de jaguar, on voit des ocelles. Et puis tu vois cette assiette. Voilà, c'est un danseur qu'on identifie à la position de ses pieds, ici qui sont écartés, un peu en Charlie Chaplin. Et puis cette position avec un bras relevé et l'autre en l'air. Emma Moutet remarque sur l'assiette un détail intéressant. Elle est perforée en son centre, ce qui est la pratique standard dans tout le site. Comment tu l'expliques, cette pratique de perforation de l'assiette ? Ça peut être, dans un premier temps, pour tuer symboliquement l'objet. L'objet étant censé s'être imprégné durant son usage de tout un type d'énergie différente. Il faut laisser cette énergie partir si on l'enterre avec quelqu'un. L'autre option, ce serait qu'on perfore la céramique pour permettre au souffle du mort de s'échapper. En poursuivant les travaux d'excavation, l'équipe fait une autre découverte inattendue. Ce n'est pas un, mais 2 corps qui ont été inhumés dans cette résidence. L'hypothèse d'Emma Moutet se confirme.
Les pratiques funéraires mayas sont des pratiques extrêmement sélectives. C'est-à-dire qu'on estime que dans un groupe résidentiel comme celui-ci, on a entre 10 et 15% de tous les défunts qu'il y a pu y avoir, toutes générations confondues. Et pour nous, c'est déjà une information exceptionnellement importante. Parce que ça veut dire que quel que soit l'individu, on sait que c'est quelqu'un qui a un statut particulier, suffisamment particulier pour être intégré dans cet espace. Seule une analyse ADN permettra d'en savoir un peu plus sur ces deux inconnus réunis sous cette habitation pour l'éternité. Les résultats obtenus indiquent qu'ils n'étaient pas du même sang. Mais ils révèlent en revanche que les défunts étaient de sexe opposé. Les inhumations n'étaient donc pas exclusivement réservées aux hommes. Une découverte inédite qui récompense l'ensemble des efforts déployés durant ces fouilles. Et ce n'est pas terminé. Philippe Nondédéo est sur le point de faire une autre découverte. En examinant attentivement l'imagerie LIDAR, il a identifié ce qui pourrait être un important réseau de chaussées autour de Nashtun. Seul un œil d'expert peut percevoir ces anciennes routes surélevées, enfouies sous une végétation inextricable. Voici la chaussée que l'on cherche. On la distingue très bien. Elle est plus haute que nous le pensions. Cette chaussée part de Nashtun sur plus ou moins 10 km et ensuite, elle sort de notre carte. Dans cette forêt, on va avoir des zones de basse terre qui peuvent être inondées à la saison des pluies. Donc il est important pour les populations de pouvoir se déplacer dans des terrains qui seraient au-dessus du niveau des eaux toute l'année. Donc les chaussées permettent le déplacement, la mobilité des populations. Près de 50 km de chaussées reliaient le centre de Nashtun et ses quartiers périphériques à d'autres cités plus éloignées, facilitant ainsi les échanges commerciaux, mais aussi le contrôle des centres secondaires. À la Bassiniya, en périphérie de Nashtun, un nouveau quartier résidentiel a été mis au jour. Un secteur plutôt dense qui comprenait de nombreuses habitations disposées autour d'une vaste place. Après plusieurs jours de fouilles, Benoît Baconnet parvient à mieux visualiser l'agencement de ce fameux espace central. Là, on est sur l'extérieur de la place, du côté sud. Donc la place se trouve de l'autre côté. Et on peut voir qu'il y a une différence de niveau entre le sol actuellement où nous sommes et le sol de la place, qui, comparé à ici, se trouve surélevé. Cet espace central va servir de lieu à la fois de grandes fêtes et éventuellement de pèlerinage, mais également de lieu d'échange, de commerce pour que des marchandises, soit des marchandises locales, soit des marchandises qui sont un peu plus lointaines, soient échangées contre des productions issues des environs de Nashtun. Du sel, qui servait à la cuisine et à la conservation des aliments, était souvent échangé sur place. On y faisait commerce de tabac, une plante introduite en Europe que bien plus tard, au XVIe siècle. Il n'était pas rare non plus de troquer du silex, de l'obsidienne, des plumes de quetzal, du poisson séché et des aiguillons de raie. On imagine un contrôle, dans certains cas, des élites. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait un contrôle par une administration à la solde du roi ou des élites, pour lesquelles il existait des listes bien précises à remettre en fonction du type de produit, si c'était des étoffes de coton, des plumes de quetzal, des graines de cacao, des objets en jade qui proviennent de régions lointaines. Comme ça pouvait être pour le top niveau des coquillages, l'échange de spondylus.
Ces coquillages nacrés d'une grande valeur ornaient des parures royales et des objets rituels. Ces coquillages rares avaient une valeur comparable à celle du jade. Beaucoup d'offrandes ont été trouvées à Nashtun. C'est vrai qu'en iconographie, on trouve beaucoup de représentations de coquillages. Une des pièces les plus importantes, c'est ce collier, entièrement réalisé avec du spondylus. Regarde la diversité des couleurs de ces perles. Il faisait partie d'une offrande à l'intérieur de cette petite céramique. C'est une offrande d'abandon scellée par ce couvercle. Elle a été déposée dans ce qui devait être l'escalier de l'un des derniers édifices construits à Nashtun. Ces objets rituels étaient aussi destinés à protéger les habitants de Nashtun et à assurer leur prospérité. Mais combien d'incantations et de cérémonies se sont déroulées avant que les habitants ne constatent leur impuissance face au bouleversement climatique? À partir de 760, on a des épisodes de sécheresse qui vont se mettre en place tous les 50 ans, c'est-à-dire 760, 810, 860, 910, etc. Et ces phénomènes de sécheresse vont durer de 3 à 9 ans. Il y a pu y avoir une désorganisation sociale et politique en raison donc de phénomènes de famine, de baisse des productions. Cette désorganisation sociale et économique de la cité et ces famines à répétition mettent définitivement à mal l'autorité du roi. Le représentant des forces surnaturelles n'a pas su les protéger de ces terribles changements climatiques, ni assurer leur prospérité. Sans la protection du roi et livrés à eux-mêmes, comment les habitants de Nashtun ont-ils su assurer leur survie pendant les périodes de sécheresse? Encore une fois, l'imagerie LIDAR a révélé un lieu intéressant qui pourrait être un gigantesque réservoir d'eau. Une nouvelle expédition est lancée dans la jungle. On va traverser jusqu'au centre de ce réservoir pour faire notre sondage. Ici? Oui, par là. Ok, parfait. Pour construire ces incroyables bassins artificiels, les Mayas ont dû déboiser et creuser le sol. Comme à l'accoutumée, Cyril et Gabriel vont procéder en premier lieu à un carottage dans le réservoir que l'on nomme Aguada. Quand on travaille comme ça sur les données de terrain et sur les archives sédimentaires, on se rapproche de la vie ordinaire chez les Mayas. On va échantillonner là et puis il faudra en faire la datation en laboratoire. Situé à l'embouchure d'un petit cours d'eau, ce bassin de 2500 mètres carrés est envahi aujourd'hui par la végétation. Il n'est pas simple d'en déterminer le fond. Et la base du réservoir, moi je la mettrai ici. Parce qu'ici, il y a un galet là, c'est jamais anodin quand on trouve un objet, quand on descend en sondage. C'est une bonne partie des agolas qui sont pavées. Et une bonne partie d'entre elles aussi a été étanchéifiée par un apport d'argile pour rendre le niveau imperméable et soutenir l'eau, y compris en période sèche. C'est ici, c'est l'interface entre les deux qui va nous renseigner. Si on arrive à dater ce dépôt-là, qui est au contact du fond de l'Aguada, on peut estimer le moment de l'abandon. L'abandon de ce réservoir serait-il concomitant à celui de Nashtun? L'archéologue Johan Begel a effectué de nombreuses recherches sur les rituels d'abandon effectués durant cette période. Lorsque les Mayas vont partir et quitter leur patio définitivement, ils vont notamment récupérer des centaines et des centaines de tessons mêlés à de la cendre, à de la résine de copal fondu.
Pour marquer leur départ et la fin d'occupation d'une résidence, les habitants avaient pour coutume de répandre des cendres sur le sol de l'habitation. Mais ce n'était pas tout. Quand les gens abandonnent les patios, souvent ils posent un os long, ça peut être un fémur, ça peut être un tibia, ça peut être un humérus, en travers de la porte, pour barrer symboliquement l'accès à l'espace qu'on vient d'abandonner. Les Mayas réouvraient les sépultures. Ça indique qu'ils retenaient l'emplacement des sépultures et emportaient avec eux, lorsqu'ils se déplaçaient, quelques ossements des ancêtres de leur groupe familial. Il y a des dépôts dans les pièces les plus importantes, dans les accès au niveau des portes notamment, dans les pièces, sur les banquettes. On voit qu'ils n'ont vraiment pas fait les choses au hasard. Il y a manifestement une volonté de bloquer l'accès tant aux humains que probablement aux entités divines. Il y a un abandon qui est organisé, qui est spatialisé. Dans les rituels mayas, il n'y a rien qui est laissé au hasard. De retour à Paris, Cyril analyse les échantillons qu'il a pu récupérer dans le fameux réservoir. Fatima Mokadem, chimiste, va l'aider à dater précisément ces prélèvements et peut-être à enfin déterminer la période d'abandon de ce réservoir. Alors pour cet échantillon, on voit un petit pic d'azote ici, suivi d'un grand pic de carbone ici. Quand on voit la quantité là, de carbone organique, on devrait pouvoir dater l'abandon du réservoir là. Ici, ces minéraux-là sont des cristaux de gypse. Donc là, on a des éléments qui prouvent qu'on a un dépôt qui se met en place après l'abandon de la Guada dans un environnement plus sec. Et on obtient ces résultats, un abandon qui est daté aux alentours du 9e siècle, 10e siècle. Avec ces derniers résultats, Cyril vient confirmer une fois de plus ce que l'archéologie avait déjà révélé. Un changement radical s'est bien produit à Nashtun entre les années 950 et 1000. Un encensoir mis au jour dans les récentes fouilles de la cité maya apporte quant à lui des informations complémentaires. Ce que l'on a constaté à Nashtun, juste après l'abandon de la cité, aux environs de 950 après Jésus-Christ, on a une partie de la population qui s'en va, mais on a également de la population qui reste. Et cette population va réaliser des rituels, peut-être 100, 150, 200 ans après l'abandon de la cité, dans les anciens édifices qui matérialisaient la royauté sacrée de Nashtun et qui vont donc rendre hommage à la fois à ces édifices, à cette royauté, comme une espèce de commémoration de la grandeur passée de la cité. Souvent on se pose la question, les Mayas ont disparu avec l'effondrement de la civilisation aux environs du 9e, 10e siècle. Or, c'est complètement faux. En réalité, on a au 10e siècle la fin d'une civilisation, la civilisation classique, mais la civilisation maya, elle a continué, elle s'est réorganisée, elle s'est transformée. On va avoir des cités qui vont se développer entre 1000 et 1500 après Jésus-Christ, des Mayas qui vont ensuite traverser la période coloniale plus ou moins bien, et des populations mayas qui continuent à vivre encore actuellement. À Cariube, dans les hautes terres du Guatemala, l'ethnologue Alain Breton travaille avec les communautés mayas actuelles, à l'endroit même où se trouvait il y a des siècles l'ancienne civilisation maya. À l'apogée de Nashtun, il y avait des Mayas ici, qui étaient sans doute en relation d'ailleurs avec les groupes de Nashtun, de Tikal. Les Mayas n'ont pas disparu, ils se sont transformés, ils ont continué à vivre dans l'histoire. Les gens d'aujourd'hui de ces villages que l'on croise au Guatemala sont pour la plupart des Mayas. On estime qu'au Guatemala, ils sont de l'ordre de 50% de la population totale.
Ce sont des gens qui représentent une vieille paysannerie millénaire. Ils restent mayas, ils se revendiquent comme mayas, et ces gens-là partagent encore des traits importants avec les anciens mayas. De nos jours encore, ces populations procèdent à des cérémonies sur les vestiges du site archéologique de Karioub. Le noyau dur de l'idéologie maya, c'est le culte des ancêtres. Rien ne se fait sans que l'on implore les ancêtres, sans qu'on les invite à venir partager avec nous les prières. Comme leurs lointains aïeux, les Mayas d'aujourd'hui sont très attachés à leur terre. Ils cultivent le maïs, la courge et les haricots en suivant des pratiques ancestrales. Ils ont aussi toujours à cœur de transmettre leur héritage, leur savoir-faire et leur fierté. Le Rabinal Hachi, c'est-à-dire l'homme de Rabinal, raconte le conflit entre deux camps politiques adverses. Il s'agit d'un exemple concret des luttes de pouvoir qui ont existé dans la région au temps des grandes dynasties. Traduite en français par Alain Breton, cette pièce de théâtre qui se joue en langue maya kitché est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Tout au long de leur fabuleuse histoire, les Mayas de Nashtun ont su faire preuve d'adaptation et de résilience. Ils ont répondu de leur mieux aux contraintes imposées par un environnement changeant, et cela pendant plus d'un millénaire. On peut trouver un écho entre ce que vivent les Mayas, et notamment la façon dont les sociétés se transforment au cours du temps, et ce que vivent nos sociétés ou ce que nos sociétés n'arrivent pas à faire en termes de transformation pour essayer d'avoir un modèle un peu plus durable de gestion de nos ressources. Cette mission archéologique d'envergure est sur le point de s'achever. De nombreux secrets restent encore enfouis sous la canopée, comme en attente. Benoît Baconnet compte exploiter les dernières données LIDAR fournies par la Fondation Pakunam. C'est tout droit, par ici. Avant de quitter la jungle, il prend le temps d'effectuer une dernière prospection. Wow, Osvaldo. C'est incroyable. Satisfait de l'état de conservation de la crête faîtière, l'étudiant en archéologie réalise toute une série de clichés de cet incroyable vestige afin d'en obtenir une photogrammétrie. Son étude permettra de compléter une fois de plus les connaissances sur l'histoire de cette grande capitale régionale maya qu'est Nashtun. La fabuleuse Nashtun, sortie de l'oubli grâce au lidar et aux recherches archéologiques, comme pour mieux nous faire vivre l'extraordinaire et légendaire civilisation de ces maîtres du temps.